La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Pour parler des horreurs belges à l'époque de la colonisation, même les auteurs européens étaient obligés de prendre des pseudonymes pour éviter les représailles des gouvernements coloniaux. À l'époque, la Belgique au Congo, entre 1880 et 1926, c'est 50% de la population congolaise qui est décimée. Pour comprendre ça plus facilement, dites-vous que dans votre famille et dans les familles de vos voisins, chacun aurait perdu la moitié de sa famille. C'est donc contre ce système et contre ces personnes vraiment mal intentionnées que Patrice Lumumba va se battre jusqu'à causer sa propre perte. Générique. Il faudra que l'Afrique dise, après l'assassinat de Lumumba, si elle recule ou elle avance. C'est ce que disait Frantz Fanon à la mort de Lumumba et je vais trop vite en besogne. Djanwali tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, pas d'introduction pompeuse. Abonnez-vous parce qu'on parle d'histoire et de géopolitique africaine sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons à la jeunesse de Patrice Lumumba. Lumumba naît en 1925 dans une famille paysanne du Congo sous domination belge. À l'époque, le roi des Belges laisse que deux choix aux enfants âgés de plus de 10 ans. C'est ou bien la route des champs et des mines, où ces enfants seront voués à une vie vraiment triste. On a des photos de beaucoup de Congolais qui se feront couper les mains, des familles qui sont décimées juste parce que les productions ne sont pas comme espérées par la Belgique, ou bien la voie des bancs avec l'école chrétienne. Bien sûr, la famille de Lumumba décide de l'envoyer à l'école. Mais l'école chrétienne de l'époque n'est pas là pour donner un avenir rayonnant aux enfants qui sont dans les salles de classe. En réalité, je suis tombé sur une petite brochure qui donnait les objectifs de l'école chrétienne en 1959 pour les écoles du Congo. Je cite: « Touchés par la religion, la personnalité indigne des indigènes, transformer leur mentalité, rallier l'indigène dans son fort intérieur à l'ordre social nouveau. » L'ordre social nouveau signifiant tout simplement que la hiérarchie raciale existe et que le noir doit s'y conformer. Le blanc est supérieur à l'arabe et l'arabe supérieur au noir, le noir n'étant supérieur finalement qu'au singe. Et c'est comme ça que Lumumba va grandir. Il va grandir dans cette atmosphère-là où on va essayer de lui faire comprendre que le noir, même éduqué, devra devenir le soumis du belge. Malheureusement, sur le jeune Lumumba, tout ça va fonctionner au début en tout cas. Parce que Lumumba, lorsqu'il rentre dans la vie active, il n'a pas pu continuer ses études très longtemps, faute d'argent. Lorsqu'il rentre dans la vie active et qu'il commence à travailler petit à petit, il va essayer de rentrer dans les bonnes grâces des Belges. Et en 1948, les Belges vont sortir un décret très important dans la vie de Lumumba. Ce décret-là va mettre en place ce qu'on va appeler la carte du mérite civique. Et il n'y a que deux critères pour obtenir la carte du mérite civique. D'abord de savoir lire, ensuite d'avoir acquis des pratiques civilisées. Donc on a un inspecteur belge qui va vous demander de faire des trucs et il va vous regarder et vous dire oui, tu es devenu civilisé. Civilisé renvoyant donc au fait que les Africains ayant abandonné leur culture et s'étant européanisés, donc les Congolais devenus de plus en plus belges seraient civilisés et donc vont acquérir la carte du mérite civique. Et avec cette carte, vous ne subissiez plus de sévices physiques et vous aviez le droit de marcher dans les quartiers blancs la nuit. Et le problème, c'est que cette carte, lorsqu'elle est mise en place, elle va faire en sorte que l'élite congolaise, bon, par élite, j'entends juste ceux qui sont allés à l'école primaire et rapidement à l'école secondaire, l'élite congolaise va commencer à se comporter très mal vis-à-vis des populations qui ne sont pas allées à l'école. Donc les Congolais qui sont allés à l'école vont commencer à dénigrer les autres parce que dans leur tête, eux, ils sont plus proches des Belges que les autres. Parce que les Belges, leur objectif, c'était réellement de créer une scission entre les Noirs qui étaient dans les champs et les mines et les autres Congolais qui sont, eux, allés à l'école ou bien qui sont, eux, rentrés dans les couvents, etc., etc. Mais revenons quelques petites années, à peu près 3 ans en arrière, avant la carte du mérite civique. Lumumba, donc, comme je vous le disais, a dû quitter l'école à 18 ans à peu près. Et il va faire plein de petits boulots, dont un qui va l'amener au Kivu, la région vraiment minière du Congo. Et dans cette région-là, il va voir les conditions de vie, mais surtout les conditions de travail des Congolais dans les mines. Il va voir comment est-ce que les Belges exploitent les Congolais qui ne reçoivent même pas de compensation pour leur travail. Il ira également au Kasaï, où là-bas, il va voir la ségrégation raciale qui existe dans son pays. Parce que au Kasaï, même dans les cinémas, aucun noir n'est toléré. Il n'y a que les blancs.
qui ont accès aux salles de cinéma, aux restaurants, etc. Et les Noirs, eux, sont dans des bidonvilles, un peu comme ce que je vous racontais dans la vidéo sur l'Afrique du Sud et de Nelson Mandela. En 1950, il finit par devenir journaliste et commence à écrire des articles. Mais à cette époque-là, même s'il écrit des articles qui pointent du doigt les ségrégations et les inégalités du pays, il est encore dans la négociation. Il pense que en expliquant aux Belges la douleur du Congolais, le Belge va se rendre compte qu'il est en train de faire une erreur et arrêter. Et je dis ça parce que j'ai lu un de ses articles et il y a une phrase qui m'avait sauté aux yeux. Je cite: « Le désir essentiel de l'élite congolaise est d'être des Belges et d'avoir les mêmes droits. » Et ça, c'était en 1956. Ce qui montre que Lumumba, même s'il touche la ségrégation, même s'il touche les inégalités, en 1956, on a encore un Lumumba qui est dans la tolérance, qui est dans le... Écoutez, les Belges sont pas méchants, c'est juste qu'ils comprennent pas c'est quoi notre culture, ils comprennent pas comment on veut vivre, etc. Et donc, il faut juste négocier avec eux. Lorsque le vent d'indépendance commence à souffler en Afrique, les Congolais ne sont pas au courant. Lumumba, qui est encore dans la négociation, comme je le disais, ne sait pas qu'au Ghana, on est en train de lutter pour l'indépendance. Il ne sait pas qu'en Algérie, il ne sait pas ce qui se passe en Afrique. Sauf que ce qui va faire sortir Lumumba de ce côté complaisant, c'est les voyages. Parce que la Belgique va faire une erreur. Son erreur, c'est de convier Lumumba à des travaux en Belgique. Et lorsque Lumumba arrive en Belgique, il se rend compte qu'il y a des Belges qui ne cautionnent pas du tout l'attitude du gouvernement et du roi belge au Congo. Il y aura donc ici un premier choc. Un choc qui va faire que Lumumba va se dire, mais en réalité, ce qui arrive au Congo n'est pas quelque chose de normal. Il va commencer à son retour à durcir ses propos. Il va demander à ce que le gouvernement belge commence à payer des salaires décents aux Congolais qui travaillent dans les mines et les champs. Et 1958 est vraiment une année extraordinaire pour Patrice Lumumba parce que c'est vraiment l'année dans laquelle le Patrice Lumumba révolutionnaire, à qui on rend hommage dans cette vidéo, va vraiment naître. Parce qu'en 1958, il y a un truc macabre, machiavélique, j'ai même pas les mots, qui se déroule en Europe. L'exposition universelle 58. Et dans cette exposition, c'est très simple à résumer. Il y a des zoos humains dans lesquels on met en spectacle des familles entières, des villages entiers d'Africains en train de faire les cons devant des familles blanches européennes qui sont là le dimanche en train de jeter des fruits, des bananes sur ces familles-là. On force même des pères, des mères, des enfants à se jeter dans des eaux glaciales sans vêtements. Les Africains sont mis dans des cages et on vient les voir comme ça. En fait, juste un zoo humain, quoi. Un zoo humain. Et Lumumba va visiter ce zoo-là de ses yeux. Il va voir des Belges en famille, des Français, des Européens en famille venir et rigoler autour de familles africaines qui sont là dans des enclos en train de mourir, de souffrir sans aucune dignité. Et il aura un choc, vraiment un gros choc qui va faire que le révolutionnaire en lui ne pourra plus se taire. Et toujours en 58, en décembre cette fois-ci, il y a la conférence d'Accra organisée par Kwame Nkrumah. Et lors de cette conférence-là, Lumumba va, comme je le disais, rencontrer Frantz Fanon et Kwame Nkrumah. Et en discutant avec eux, il va comprendre que la négociation avec les Belges, ça n'a aucun sens. Tout ce qu'il essayait de... Il était comme, oui, les Belges, il faut juste leur expliquer, ils vont finir par comprendre. Ça n'a aucun sens. Il faut passer à la lutte, mais la vraie cette fois-ci. Exiger l'indépendance et sans aucun délai. Et c'est là que Lumumba, lorsqu'il revient au Congo, il va commencer à organiser des conférences pour expliquer tout ce qu'il a appris pendant la conférence d'Accra. Et il va vraiment tout expliquer. Les idées de Kwame Nkrumah, les idées de Frantz Fanon, les idées de tous les leaders révolutionnaires qu'il va rencontrer à Accra. Il va tout expliquer à la population. Et Lumumba, son charisme est naturel, ça c'est sûr. Et là où il est encore plus remarquable, c'est que Lumumba a cette facilité à adapter son langage. Lorsqu'il discute avec un Kwame Nkrumah, un Frantz Fanon, il va utiliser des mots vraiment soutenus, etc. Il va capter le message, mais il va pouvoir le véhiculer de façon très basique et très simple à la population, à la masse populaire congolaise. Et ça va faire en sorte qu'il deviendra de plus en plus populaire. Donc, de retour au Congo, avec d'autres leaders congolais, il va former un parti, le MNC, Mouvement National du Congo. Et il va s'engager dans la lutte politique. Bien sûr, il y aura d'autres partis politiques avec lesquels il va devoir s'allier pour pouvoir se battre contre la force coloniale belge, qui est l'une des forces coloniales les plus vraiment sanguinaires en Afrique. Parmi ces autres partis, celui qu'on retiendra le plus, ce sera l'ABACO, l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Pourquoi est-ce qu'on retient particulièrement ce parti?
parce que ce parti aura une importance capitale dans la suite de l'histoire de Lumumba, mais aussi parce que, à la différence de Lumumba qui crée un parti d'union nationale et d'identité nationale, l'Abaco c'est un parti qui est plutôt un parti à tendance ethnique, parce que l'Abaco prône vraiment la libération et la valorisation de la culture par Congo. Ce qui pose un petit peu problème dans un pays où il n'y a pas que les Bakongo. En janvier 1959, les rues sont jonchées de cadavres. Qu'est-ce qui s'est donc passé? En réalité, l'Abaco a été interdite de meeting pendant un certain temps par le gouvernement belge. 4 janvier 1959, émeute à Léopoldville, c'est la fin d'un rêve et d'un mythe. À l'occasion d'un meeting de la BACO, interdit par les autorités, la foule se déchaîne. Ce seront des scènes de pillage et de destruction. Pour la première fois, il y aura des cris de haine à l'égard des Européens. Ces derniers, n'étant pas d'accord avec cette interdiction qui n'avait aucun sens, vont quand même faire leur meeting. La Belgique, comme tous les gouvernements coloniaux, ne sait répondre que par la violence. Ils vont réprimer même, c'est pas le bon mot. En réalité, ils vont assassiner des militants parce que ces derniers sont allés à un meeting. Et ensuite, dans la presse, ils vont parler d'une sorte d'escarmouche qui aurait fait une trentaine de morts. Mais selon plusieurs rapports, on parle quand même de 200 à 500 morts. Qui dit vrai, qui dit faux? Honnêtement, je vous laisse juger. Mais 30 morts, alors que dans les vidéos archives, on voit l'armée sortir et tirer comme ça partout, il y a des doutes. Et Lumumba va continuer de s'engager dans la politique. Il disait, je cite, « Notre mouvement s'oppose de toutes ses forces à toutes les tentatives de balkanisation du territoire pour quelque raison que ce soit. » En réalité, Lumumba, comme je le disais, son parti politique était vraiment dans une vision d'unité et d'union nationale. Il voulait créer une identité nationale parce qu'il se rendait compte que le fait d'avoir plusieurs ethnies dans le même pays, avec des richesses un peu partout, parce que le Congo c'est un pays extrêmement riche, ça allait créer des problèmes, surtout avec les colons, etc. Ça allait forcément créer des problèmes. Donc il voulait créer une identité nationale de sorte que peu importe ton ethnie au Congo, tu puisses t'identifier d'abord en tant que Congolais avant de t'identifier comme issu d'une telle ou d'une telle ethnie. Le problème, c'est qu'il va se créer quelques ennemis dans le sens que certains partis politiques et certaines personnes du Congo vont vouloir que le Congo devienne une sorte de fédération. Ils vont vouloir que le Congo soit divisé de sorte que chaque tribu, chaque ethnie puisse gérer les richesses qui se trouvent dans son sol et ensuite on fédère le tout pour gérer le Congo. Le problème de ça étant que pour certaines régions du Congo extrêmement riches, les Belges n'ont pas pris le temps d'éduquer les populations de l'époque. Donc, on allait juste se retrouver avec un Congo divisé dans lequel les richesses allaient être plus faciles à piller pour les entreprises internationales qui sont et qui étaient au Congo et juste aujourd'hui qui continuent d'alimenter la guerre ethnique, tribale et des Congolais en général. Donc c'est avec cette idée-là que Lumumba va se faire beaucoup d'ennemis au sein du Congo, mais aussi à l'international. Parce que la France veut goûter, elle veut sa part du gâteau au Congo. Et donc, elle va soutenir la Belgique. De plus, on va voir par la suite que les États-Unis aussi vont rentrer dans le jeu du Congo. Et là, ça va mal aller. Mais je vais trop vite en besogne parce que cette vidéo-là, elle me serre un peu le cœur, là. Je sens que mon sang monte un peu trop vite. Et donc, comme je le disais, par son charisme naturel et puis par le fait qu'il arrive vraiment à véhiculer des idées complexes, mais de façon très simple dans la masse populaire, il va commencer à créer beaucoup de mouvements de révolte au sein du Congo. Et là, les Belges vont réprimer vraiment de façon sauvage. Donc en 1960, Lumumba va se faire enfermer en prison. Et pendant que Lumumba est en prison, les Belges vont commencer à dire aux Congolais, écoutez, chers amis congolais, nous comprenons votre besoin de devenir indépendant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une indépendance vraiment crescendo, on va vous laisser les postes de responsabilité petit à petit, etc. etc. Lumumba, il voit clair dans ça. Il se dit, mais si on laisse le temps aux Belges avant d'avoir l'indépendance, ils auront le temps de signer des contrats sur 200, 300 ans sur l'exploitation de nos mines. Ils auront le temps de faire ce qu'ils veulent, etc. Lumumba dit non. Donc, il est mis en prison et les Belges vont décider d'organiser une table ronde en Belgique sans Lumumba,
mais avec d'autres leaders politiques, pour essayer de graisser les bonnes pattes et donc d'avoir la mainmise sur le Congo. Mais ici, il y aura un retournement de situation vraiment intéressant, parce que les leaders politiques de l'époque savent que Lumumba est le chouchou du peuple. Et ils savent que d'aller négocier l'indépendance sans Patrice Lumumba, c'est s'assurer qu'il y ait une indépendance sans l'aval du peuple, parce que le peuple ne les suivra pas. Alors les leaders politiques décident de ne pas participer à la réunion tant que Lumumba n'est pas là. Et la Belgique, ils sont tendus, mais ils n'ont pas le choix. Donc, ils font sortir Lumumba de prison et l'amènent directement en Belgique pour la table ronde. À cette table ronde-là sera discuté énormément de choses. Mais le plus important, c'est que Lumumba et les leaders politiques congolais vont exiger que l'indépendance soit immédiate. Et d'ailleurs, les Belges vont pas aimer ça, mais seront obligés. On pourra plus se décider, aussi bien en Belgique qu'au Congo, sans notre assentiment. Ces résultats magnifiques, obtenus par des négociations pacifiques et amicales, nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. C'est une grande et redoutable aventure que celle qui vous attend. Et vous n'ignorez pas que dans beaucoup de milieux, l'on aurait préféré, et je serais enclin de dire personnellement, que si nous avions pu, en toute liberté, examiner ce problème, nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives, afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Il n'était pas possible, étant donné le courant de libération qui se répand en Afrique, il n'était pas possible, et bien que jusqu'ici, vous ayez, dans une bien moindre mesure que d'autres territoires, été associés à votre administration, il n'était pas possible de vous refuser plus longtemps cette promotion majeure de devenir un État pleinement indépendant, maître de ses destinées. C'est donc comme ça que le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Monsieur le Président, Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire,
sans lesquels un État moderne n'est pas viable. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale et éclairée. Et congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Avec l'indépendance du Congo, les Européens savent très bien, et notamment la Belgique, sait très bien que Lumumba est un homme incorruptible et que ça va être très difficile de gérer le Congo avec lui à sa tête. Ils vont donc décider de financer et de créer plein de petits partis politiques vraiment basés sur l'ethnie pour diviser au maximum le pays. Malgré tout ça, c'est Patrice Lumumba qui sort vainqueur des élections. Mais pour éviter les dissensions au sein du peuple congolais, parce que comme je le rappelle à chaque fois, Lumumba était conscient que pour avoir le salut du Congo, il faudrait une unité et une vision nationale. Il faut absolument au Congo créer une identité nationale si les Congolais, si les Africains veulent que le Congo s'en sorte. Et donc, Lumumba, malgré sa majorité, va avec deux autres partis, donc 3 partis, fonder un bloc nationaliste avec lesquels ils vont diriger le Congo. Il va donc laisser la présidence à Joseph Kasavubu et lui deviendra Premier ministre. Le problème, c'est que Lumumba, de plus en plus, va vraiment irriter les Belges. Je dis, il leur a craché à la gueule. Parce que les Belges vont vraiment essayer de le corrompre. Ils vont essayer par tous les moyens de le faire flancher, etc. Et Lumumba se craque. Qu'est-ce qu'il fait quand ça arrive? Il sort, il fait un discours et il explique. Ah, ils sont venus avec telle somme, ils m'ont proposé telle somme. Ah, ils sont venus, ils m'ont dit oui, on va te laisser tel pourcentage de telle mine si tu nous laisses gérer ça comme ça, etc., etc. Et en plus, un incident va arriver dans l'armée. Parce que l'armée congolaise, à l'époque, elle est en majorité congolaise, mais les grands officiers sont belges. Et les officiers congolais vont de plus en plus mettre la pression pour devenir des hauts gradés. Sauf que les gradés belges vont sortir la fameuse formule. Le Congo avant l'indépendance égale au Congo après l'indépendance. Quel toupet. Et donc, il y a des mutineries un peu partout dans les camps, etc. Et Lumumba va prendre position. Parce que la Belgique, en ce moment, va négocier avec Lumumba pour que Lumumba calme un peu les tensions, etc. Calme les Congolais, les fasse rentrer dans leur caserne, etc. Mais Lumumba va prendre position pour l'armée congolaise. Et va décider que, à partir de maintenant, on va commencer à nommer plus de hauts gradés congolais. Et d'ailleurs, pour faire une sorte de parenthèse, même si je n'ai pas présenté le personnage, ça va créer des dissensions entre lui et Mobutu. Parce que là, Lumumba va être face à son plus gros défi tout simplement depuis qu'il est né. Parce que vu que les Belges n'arrivent vraiment pas à faire vaciller Lumumba, ils vont passer par des leaders de basses mœurs et de mauvaise moralité qu'ils vont financer afin que plusieurs provinces du Congo fassent sécession pour tout simplement piller les ressources là-bas. Et devinez qui accompagne les Belges sur cette mission de financement de déstabilisation du Congo? Eh bien, tout simplement le général Charles de Gaulle et ses forces du mal, dont le principal, Jacques Foccart. Donc, le général de Gaulle, avec le gouvernement belge, vont financer Foccart, qui va aller avec des mercenaires et des armes pour soutenir
certains leaders au Katanga. Je ne faisais pas les choses sans leur dire ce que j'allais faire ou sans leur dire, moi, quand il y avait quelque chose que je devais faire, j'allais les voir. C'était pas la peine d'essayer qu'il y ait des écoutes ou un truc comme ça. Moi, j'ai été accusé par l'ONU, j'ai eu ma tête mise à prix par l'ONU pour génocide, mais j'estime que c'est tout à fait normal ce que j'ai fait. J'ai liquidé un village, mais ce village, il nous emmerdait et tuait tous les types qui passaient. Alors, un jour, j'en ai eu plein le cul. J'ai pris le groupe, on a séparé en deux, j'ai fait fermer la forêt avec les jeeps, j'ai commencé sur la route à tout foutre en l'air. Les cases, les gens, on a tout liquidé. Mais putain, l'ONU a tressailli, là. Et il y avait combien de victimes? Hein? Il y avait combien de victimes dans ce village? Ah, j'en sais rien, on n'a pas réussi à les compter, mais je vous garantis qu'il y a au moins 80% de la population du village y est restée, hein, parce que quand ils fuyaient par la forêt, j'avais mes gus dans la forêt, moi, là-bas, qui les attendaient. Alors, il y a eu un beau massacre. Voilà, j'ai pas un seul regret. On en fait assez chier, ces putains de Congolais, ouais. Et de Katangais, des Balouba. Bon, on s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça, oui. Alors on captait les... Mais pas seulement au Katanga et au Kasaï. Le truc, c'est qu'au Kasaï et au Katanga, Lumumba dira d'ailleurs, je cite, « Comme par hasard, ces deux régions minières devaient assurer 80% des recettes du nouvel État congolais. Ni une ni deux, 10 avions viennent avec 300 paracommandos belges dans la province du Katanga. » Et le lendemain du débarquement de ces 300 paracommandos, le Katanga déclare son indépendance et Lumumba est personne non grata dans cette province-là. Lumumba est interdit de visite au Katanga à partir de là. Mais comme j'ai l'habitude maintenant dans mes vidéos, j'aime bien faire un dézoom sur la situation, vraiment le contexte international à l'époque. À cette époque-là, on est en pleine guerre froide. Donc, quand on dit guerre froide, États-Unis, URSS, donc CIA. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Lumumba va voir que le Katanga, le Kasaï font sécession, etc., la révolte du Kasaï va être gérée, je pense, assez rapidement. Mais celle du Katanga va prendre de l'ampleur parce que, comme je le disais, 300 paracommandos belges avec des mercenaires armés par Jacques Foucault et par M. Charles de Gaulle, donc par la France. Lumumba veut de l'aide. Il va donc se tourner vers les États-Unis. Il va dire aux États-Unis, écoutez, je suis un pays indépendant, il y a de l'ingérence, etc., etc. Les États-Unis vont se désengager en disant à Lumumba que ça ne les concerne pas. Lumumba va donc tout simplement dire, ok, pas de problème. Il va aller à l'ONU. Il va aller plaider sa cause à l'ONU et il sera vraiment choqué de la réponse de l'ONU parce que l'ONU lui fera savoir qu'il s'agit d'un conflit interne du Congo et que de ce fait, l'ONU n'a pas le droit d'intervenir. Donc, Lumumba dira simplement, ok, pas de problème, j'irai voir l'URSS. Et lorsque ces mots sortent de la bouche de Patrice Lumumba, il se fait l'ennemi des États-Unis et de la CIA. La CIA qui essaiera d'ailleurs de tuer Patrice Lumumba directement par des empoisonnements, etc., sans jamais l'atteindre. Et donc, va décider de passer par un de ses plus proches collaborateurs pour le toucher directement. Le proche collaborateur, ça sera Mobutu. Mobutu, qui était devenu le secrétaire de Lumumba avant l'indépendance parce que, homme très intelligent et homme de lettres, il était journaliste et Lumumba l'avait rencontré lors de conférences en Belgique et avait vu en lui un homme qui pouvait aider le Congo à aller de l'avant. Il était donc devenu son secrétaire, puis, puisque c'était le seul dans l'équipe de Lumumba à avoir fait l'armée avant de devenir journaliste, il sera affecté à la gestion de l'armée et donc deviendra chef d'état-major, etc. Et vu que les États-Unis et la CIA vont essayer d'assassiner Lumumba plusieurs fois sans succès, ils vont décider de passer par Mobutu pour tuer Lumumba. Le pire, c'est qu'avec toutes ces péripéties-là, l'ONU décide quand même d'envoyer des troupes au Congo. Mais devinez quoi? Les troupes arrivent au Congo et stationnent. L'ONU et le Conseil de sécurité continue de dire que vu qu'il s'agit d'un conflit interne au Congo, ils ne s'en mêlent pas. Mais les troupes onusiennes qui débarquent au Congo à ce moment-là sont des troupes choisies spécialement par la France et la Belgique,
principalement par les Belges, qui vont demander à ce qu'aucune force onusienne non blanche ne rentre au Katanga. Donc parmi les forces onusiennes qui arrivent au Congo, les Noirs des troupes onusiennes restent hors du Katanga et sont contraints de stationner et de ne pas intervenir. Par contre, les forces blanches et belges surtout sont autorisées à faire des allers-retours au Katanga. Et eux sont très fortement armés également. Benesmal, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu le courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville, et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Lors des intérêts financiers très importants, vous aviez l'union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'union. Et Lumumba, outré, dira, je cite, « Le fait d'avoir dit « Nous voulons que les forces de l'ONU entrent au Congo, mais uniquement des troupes européennes, mais pas africaines, parce qu'on sait que l'Africain a des sentiments envers l'Africain. Et alors, on ne comprend pas que le secrétaire général de l'ONU a cédé à cela et n'ait envoyé au Katanga que des troupes blanches. Cette injustice démontre clairement les manœuvres qui se trouvent entre la Belgique et le secrétaire général des Nations Unies. » Bien sûr, son texte est plus long, mais cette partie-là, c'était juste pour vous montrer qu'il avait tout compris. Il savait que la Belgique et la France étaient aux manœuvres avec le Conseil de sécurité pour manœuvrer le Congo. Plutôt que d'abandonner, parce que Lumumba n'abandonne pas, Lumumba va décider de se battre contre les envahisseurs. Et lorsqu'il décide de prendre ses responsabilités, le président Kasavubu et Mobutu va d'abord écarter Lumumba du gouvernement, en le licenciant tout simplement, alors que ce n'était même pas possible pour Kasavubu, selon les textes, de pouvoir licencier Lumumba. Le mystérieux M. Kasavubu reçoit. Avec solennité, il va présenter aux ambassadeurs étrangers le collège des jeunes commissaires généraux. Chers compatriotes, le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Par la même occasion, nous avons fait appel à M. Iléo, président du Sénat, de former le gouvernement qui devait ensuite se présenter devant les chambres. Devant une situation qui devenait dangereusement explosive, le colonel Mobutu, chef d'état-major, à qui je rends hommage, a eu l'initiative de faire appel à nos universitaires pour assurer le fonctionnement des services publics de la République. Dans l'intérêt supérieur de la nation, nous ratifions la décision du colonel Mobutu et aujourd'hui, nous installons officiellement ce collège qui assume provisoirement le pouvoir exécutif administratif du... Et lorsqu'il le licencie, curieusement, un ordre d'arrestation est émis contre Lumumba. Et c'est Mobutu qui doit s'en charger. Mobutu qui est l'allié de la CIA. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo sur Mobutu pour bien comprendre ce personnage-là. Mais sur ce point-là, ici sur l'histoire Lumumba, Mobutu, c'est le plus proche collaborateur de la CIA et des États-Unis pour éteindre Lumumba. Et puisque la Belgique et la France ont également pour objectif d'exploiter les richesses congolaises et que la CIA est d'accord de tuer Lumumba, mais ils ont tous envie de se débarrasser de Lumumba. Et on parle quand même de 3 grosses puissances à l'époque. Malgré tout ça, Lumumba arrive à parler au monde, à la population et faire entrer les Lumumbistes au Katanga. Et lorsque les Lumumbistes arrivent au Katanga et commencent à prendre de plus en plus d'espace, devinez qui intervient? L'ONU. Les troupes onusiennes exigent un cessez-le-feu immédiat. Et donc Mobutu commence à se lancer sur les traces de Lumumba pour l'arrêter. Lumumba essaie de s'enfuir, etc. Mais il se fait quand même arrêter. Lorsque Mobutu amène Lumumba en prison, à Léopoldville, qui deviendra par la suite
Kinshasa, Lumumba, en étant en prison, sans le vouloir, crée des mutineries. Parce que lorsque Lumumba arrive en prison, les soldats se demandent, mais qu'est-ce que Lumumba fait en prison? Et de plus en plus de soldats commencent à s'organiser et des mutineries sont lancées dans plusieurs casernes. Mobutu, qui n'est pas non plus l'homme le plus facile à déstabiliser, va réussir à calmer les mutineries par les mots, par l'argent, puis qu'il est financé par les États-Unis, etc. En tout cas, il va réussir à calmer les mutineries pendant un temps. Mais il signalera aux États-Unis que Lumumba en prison à Kinshasa, ça va être un problème à régler parce que l'armée va finir par se révolter. Et la Belgique va exiger que Lumumba soit transféré au Katanga. Dès qu'on le prend, il est directement envoyé au Katanga. Et au Katanga, Lumumba va subir les pires traumatismes. Déjà, la manière dont il est attrapé. Je me rappelle, j'étais encore très jeune quand j'ai vu les premières images de Lumumba qui se faisait ligoter, taper, etc. Et moi, je ne connaissais pas l'histoire de Lumumba à cette époque-là, je ne comprenais pas comment est-ce que des Noirs pouvaient faire subir ça à d'autres Noirs. Donc, Lumumba va se faire torturer, attaché, envoyé au Katanga. Là-bas encore, il se fera torturer, mais cette fois-ci par les Belges. Les Belges qui ont vraiment la dent dure contre Lumumba avant de se faire assassiner dans des circonstances vraiment horribles. Mais même l'assassinat de Lumumba, c'est vraiment quelque chose. Parce que ils vont l'amener d'abord dans une petite forêt. Ils vont abattre ses 2 collaborateurs en premier et lui demander de faire une prière en rigolant avec lui en mode « ben voilà, c'est ça qui t'attend, etc. » Lumumba va refuser de faire cette prière, va refuser de se rabaisser à tout ça, il se fera exécuter et ils vont être enterrés de façon vraiment vite fait. Lorsqu'il meurt, le Congo se demande où est Lumumba, etc. La Belgique et la France, vraiment dans leur esprit... bref, vont organiser une campagne de diabolisation de Lumumba. Ils vont dire que Lumumba, c'était un homme qui était un peu corrompu, c'est un homme qui a fait des massacres, etc. Et qu'après avoir fait quelque chose, il était en fuite, on a essayé de l'arrêter de façon pacifique, mais il a refusé de s'arrêter et c'est dans cette fuite-là qu'il s'est fait assassiner. Et dites-vous que cette campagne de diabolisation dans laquelle ils vont faire croire aux Congolais que Lumumba, d'une part, a réussi à s'enfuir dans la forêt, d'autre part, il est mort parce qu'il était en train de s'enfuir et on l'a abattu. Dans cette campagne de diabolisation-là, et je vous mettrai des extraits à la fin de la vidéo, à tel point, ils détestaient tellement Lumumba que, malgré leur tentative de diabolisation, leur campagne de diabolisation avec la France, etc., ils ne vont pas vouloir que les Congolais puissent un jour se recueillir sur la tombe de Lumumba, qui pourrait juste avec une tombe. Parce qu'en connaissant l'histoire de Lumumba, juste avec sa tombe, pourrait réveiller des nouveaux révolutionnaires. Il pourrait réveiller une flamme dans l'esprit des Congolais. Et ça, les Belges ne le veulent pas, et la France non plus. Donc, ils vont, et cette fois-ci, c'est la Belgique vraiment qui s'en occupe, va envoyer des officiers qui seront impunis d'ailleurs jusqu'à leur mort, malgré qu'ils vont aller sur les télés belges, faire le malin, montrer que oui, c'est eux qui ont tué Lumumba, etc. Ils vont aller déterrer les corps, découper les corps de Lumumba et de ses collègues, les plonger dans de l'acide et faire disparaître toutes les preuves. Il y en a même un, dans son sadisme, qui va récupérer une dent de Lumumba et rentrer en Belgique avec comme trophée, tout simplement. On a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans la batterie, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre.
les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Mais alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous? En terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler. Et même s'il va reconnaître plusieurs fois qu'il détient la dent de Lumumba, la Belgique ne remettra jamais cette dent au Congo jusqu'à très récemment. Jusqu'à très récemment. Et cet officier-là ne sera jamais puni pour son crime, malgré qu'il a dit que c'est lui qui l'a fait. Il y a des preuves. Il le dit que c'est lui qui l'a fait. Et la Belgique va plusieurs fois dire oui, nous reconnaissons notre intervention morale, notre responsabilité morale, mais ils ne vont jamais accepter ou indemniser le Congo pour ce qu'ils ont fait. Et qu'ils continuent à faire, parce que ce n'est pas que la Belgique qui est au Congo aujourd'hui, mais on est sûr et certain que tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est favorisé par les mêmes causes, les mêmes conséquences tout simplement. Cette histoire est tout simplement scandaleuse. Depuis que je connais l'histoire de Lumumba, je suis outré par la manière dont ça s'est passé. Le monsieur a eu ses déclics, etc. Il a commencé en 58 à vraiment faire bouger les choses. En 58. Et en 60, il était déjà vraiment au top. Et on n'a pas voulu le laisser faire. Le Congo ne serait pas le Congo d'aujourd'hui si Lumumba avait eu plus de temps. Je ne sais pas s'il aurait été le meilleur des premiers ministres. Tout le monde a des défauts, des qualités, etc. Je ne suis pas là pour encenser le monsieur, etc. Mais n'empêche que, à y regarder de près ou de loin, Lumumba, c'était un homme qui aurait pu faire changer la vie des Congolais. Il se battait vraiment pour la vie des Congolais et plusieurs fois, dans les rapports, on montre ce qu'il aurait pu obtenir s'il avait vendu le Congo et il ne serait pas mort à la fin. Parce que s'il s'était allié à la Belgique pour devenir riche, il ne serait pas mort. En tout cas, pas comme ça. Donc, cette histoire-là me scandalise au plus haut point par rapport à plusieurs choses. Déjà, par rapport au fait que nous, Africains, il y a trop de fois dans l'histoire de nos grands leaders des retournements de veste. Lorsqu'on fera Thomas Sankara, il y a trop de fois des retournements de veste. Et ça m'irrite à chaque fois. Mais de plus, les puissances occidentales, elles veulent jamais nous laisser tranquilles. Jamais. Donc, vu qu'on sait qu'elles vont jamais nous laisser tranquilles, c'est à nous de nous organiser et de leur mettre la misère. Moi, je ne parle pas de se lever et d'aller dans leur territoire pour faire je sais pas quoi. Mais au sein des frontières africaines, aucun pays occidental ne devrait avoir le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Vraiment désolé, aujourd'hui dans cette vidéo là, je n'ai pas pu me retenir, j'ai été un peu énergique, peut-être j'ai crié même dans le micro, etc. Il n'y a pas eu une grosse intro, même l'outro elle sera pas grosse. Je vais vous laisser avec quelques extraits d'archives vraiment tristes à voir de Congolais qui sont heureux de la mort de Lumumba. Surtout un... Je sais pas si j'ai le droit d'insulter sur YouTube, mais bête le monsieur, vraiment. Mais bref. Merci à vous d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo. Et puis, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba? Lumumba est mort comme tout le monde. Hein. C'est un criminel. Ah, c'est une mauvaise chose. Presque tout le monde regrette. Hein. Pour la mort de Lumumba, moi, ça ne me fait rien. Parce que ce Lumumba-là, il a fait beaucoup de morts à Luabour, partout au Congo. Pour moi, je ne regrette pas. De la mort de Patrice Lumumba, je ne pense rien du tout. C'est un crapuleux de la première catégorie. Alors, Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content. Pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée.
de la télévision que si cet homme n'est pas mort, alors là on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les lumumbistes alors? Avec les lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe le bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste. Une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini.